On se réjouit de voir apparaître la transition écologique et la protection des milieux, mais c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que ce sont surtout des actions de communication qui sont réalisées. Donc c'est vrai qu'on a été étonné en fait dans le débat d'orientation budgétaire de voir beaucoup de termes très intéressants apparaître, mais finalement derrière, est-ce qu'il y a les moyens qui vont être mis, le budget, les investissements financiers nécessaires? Donc il y a vraiment besoin d'avoir des objectifs précis parce que c'est facile de dire qu'on atteint des objectifs quand ils sont très généraux et très vastes. Il faut des indicateurs et des objectifs précis et des chantiers qui sont urgents en termes de rénovation énergétique. On aimerait en fait voir apparaître des actions concrètes sur la rénovation des bâtiments et aller au-delà des simples normes qui sont réglementaires et obligatoires. Le PCAET, c'est très bien, mais ça fait déjà 3 ans qu'il devrait être mis en œuvre. Sur les bâtiments, on a des réglementations thermiques qui datent de 2020, mais on peut aller plus loin. On peut faire des bâtiments à énergie positive, on peut avoir de la haute qualité environnementale. Nous, on aimerait vraiment qu'il y ait des objectifs ambitieux, que ce ne soit pas simplement de l'affichage et de la communication. Et effectivement, Sens actuellement, c'est une ville qui donne la place à la voiture. Donc ça nous convient très bien qu'il y ait un plan cyclable. Maintenant, on aimerait bien que les choses évoluent concrètement et qu'on développe aussi les transports en commun, qu'on développe les mobilités actives. Donc qu'on passe des discours aux actions, aux changements concrets et voilà, qu'on aille vers effectivement cette transition écologique. Si vous la souhaitez autant que nous, on est tout à fait prêt à contribuer, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc voilà, on a un peu ce constat qu'il y a beaucoup d'objectifs qui sont très généraux. Et on voulait aussi rebondir sur le thème du périscolaire. Voilà, il y a énormément de choses positives qui sont mises en œuvre, hein. Notamment là samedi, il y avait la journée sur la citoyenneté et les droits de l'enfant. Donc il y a des actions qui sont tout à fait louables. Après, on aimerait qu'il y ait d'autres thèmes qui soient abordés avec les enfants en termes d'éducation à la nutrition, de solidarité, de prévention contre les addictions, contre le harcèlement. Voilà, il y a énormément de sujets sur lesquels je pense qu'il pourrait y avoir des actions qui sont faites aussi bien dans les écoles que sur les temps périscolaires. Et puis, de façon générale, je pense que ce qui manque, c'est vraiment de consulter les habitants, les familles, sur les besoins, pour essayer vraiment d'être au plus près de ce que les habitants souhaitent en termes d'évolution de leur cadre de vie et d'évolution de tout ce qui concerne les prestations pour les enfants et la petite enfance. Donc voilà, de façon générale, on pense qu'il faut vraiment concrétiser en fait ces beaux objectifs avec des investissements financiers et des moyens et des actions. Donc on attend de voir tout ça avec impatience. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, Madame la maire, je voudrais prendre la suite. Je ne connais pas exactement le format de ces débats, donc on a prévu des interventions un peu longues, mais n'hésitez pas à me dire si c'est trop long. Voilà. Donc on a relevé différents éléments, effectivement, Delphine a commencé à en parler. Par rapport en page 7, il est mentionné que les collectivités locales sont maintenant attendues sur le front de la relance. On pense qu'il conviendra d'être particulièrement vigilant aux modalités de cette relance, considérant que chaque investissement devra s'inscrire dans une lutte contre le changement climatique, les inégalités sociales. D'une part, la crise sanitaire et toutes les analyses des scientifiques, par exemple dans le cadre de la récente COP26, ont souligné sans contestation possible, je pense, la fragilité du modèle économique actuel, qui est basé sur la croissance à tout prix et l'ultra-consommation. On pense que ce modèle nous entraîne et que nous le savons maintenant tous droit dans le mur, en détruisant la biodiversité, en précipitant un changement climatique désastreux qui expose en priorité les plus précaires aux plus grands risques. Il a déjà pour conséquence de forts mouvements migratoires pour échapper au désastre. J'ai bien noté que vous parliez d'hospitalité, de fraternité. Ce sont des termes importants et qui peuvent trouver des traductions concrètes, je pense. Il est donc pour nous impératif qu'à tous les échelons, la relance qui est appelée des vœux de tous s'établisse clairement la priorité absolue à la mise en œuvre de la transition écologique et s'oriente donc vers l'économie sociale et solidaire, l'agriculture biologique, la sobriété énergétique, les circuits courts, l'arrêt total de l'artificialisation des sols, la gestion locale et collaborative des communs, etc., etc. Tout cela est connu, il est plus que temps que la réalité des politiques menées rattrape les grands discours de façade. Et à ce titre, la COP26 que j'évoquais n'est visiblement pas un modèle à suivre.
En second lieu, les inégalités économiques n'ont jamais été plus profondes entre les plus fortunés et les plus pauvres. Encore une fois, entreprises et particuliers fortunés ont établi des profits records alors même que les plus fragiles voyaient leur situation s'aggraver encore plus. La nécessaire transition écologique doit se faire, notre survie en dépend, mais elle ne pourra fonctionner que si tous s'y engagent dans un esprit de transparence et de justice sociale. Cela également devra être au cœur de nos politiques locales. Un peu plus loin, vous mentionnez des diagnostics économiques et des prévisions économiques. Moi, je me permets de douter de ces projections un peu optimistes des économistes du courant de pensée dominant. Par définition, les crises profondes ne sont pas anticipées par les gardiens du temple du système économique qu'elles frappent. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises dans notre histoire. Qui aujourd'hui peut se prévaloir de prédire l'évolution du Covid dans les prochains mois et même années ? Qui peut prédire les catastrophes environnementales dont on sait qu'elles vont augmenter, en intensité comme en fréquence ? Qui enfin peut juger de la robustesse d'un système mondialisé dont la crise sanitaire nous a bien montré la grande fragilité à l'heure où les circuits économiques fonctionnent en flux tendu avec d'énormes interdépendances internationales ? Concernant la fiscalité, on note l'augmentation des taxes foncières et d'enlèvement des ordures. On se demande quels dispositifs sont prévus pour assurer la progressivité de ces augmentations. Si rien n'est anticipé, cela risque de peser encore plus fortement sur les contribuables les moins aisés. Y a-t-il des mécanismes compensatoires prévus pour les plus bas revenus ? Sur l'effort d'investissement, on peut questionner, je pense, le fléchage de ces investissements. Quand on constate un fort sous-investissement dans des domaines où cela engendrera des coûts de fonctionnement plus grands dans le futur, on pense par exemple au déficit d'entretien et de rénovation des bâtis existants, avec l'exemple des écoles sénonaises qui est assez flagrant et qui pose particulièrement question quand on constate parallèlement la multiplication des acquisitions foncières, généralement sans projet précis, à part des diagonales sur la carte, mais ça, j'ai pas bien compris l'objectif. Concernant les ressources humaines, je pense qu'il faudra avoir quelques échanges, que visiblement il y a eu quand même quelques baisses d'effectifs. Nous, on a noté une part importante de non-titulaires. On se pose la question des conditions contractuelles qui sont souvent précaires sur ce genre de contrat. Il est question des charges relatives à l'électricité et au carburant qui connaîtront une hausse sensible. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on le vit et on va continuer à le vivre. Cela invite à une action forte et rapide sur ce plan, que ce soit au niveau du patrimoine foncier municipal ou à l'accompagnement des habitants. Sur les engagements, les objectifs qui auraient été remplis dans les derniers mandats, vous parlez de lutter contre l'insécurité. Donc nous, on se pose la question de savoir si cet objectif est rempli. C'est visiblement ce que vous semblez dire. Pour nous, il s'agit essentiellement d'un miroir aux alouettes électoralistes avec beaucoup d'investissements sécuritaires, la vidéoprotection notamment, pour des effets concrets que nous, on estime bien discutables. On se demande où sont les éducateurs, où est la police de proximité, quelle voix au chapitre est donnée aux citoyens qui subissent l'insécurité, et quand vous déciderez-vous à les consulter. Sur l'attractivité de la ville, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle l'attractivité et sur les publics visés. On a surtout actuellement beaucoup de communication autour de thématiques que nous on estime assez surannées, qui viseraient à faire de Sens une sorte de petite Versailles un peu fantasmée, pour ce qui est de l'aspect touristique et image de la ville. Concernant l'attractivité pour de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, on est dans un véritable contresens avec le développement à tout crin du modèle des zones d'activité périphériques très années 70, qui sont en fait actuellement un repoussoir et détruisent l'environnement, le cadre de vie, les paysages. Quant au sous-investissement éducatif, il nous semble patent et les choix culturels nous paraissent dépassés avec assez peu de remise en question. Sur la qualité de vie, on estime que c'est une ambition qui est bien vague. Cela doit-il s'entendre à l'heure de la nécessaire transition écologique, encore une fois, de l'existence de justice sociale, de participation citoyenne? Je ne pense pas, dans votre esprit. Après, viennent les 5 priorités de la ville de Sens. Bon, quand on les lit comme ça, le résumé, c'est vraiment un très beau programme. On trouve que c'est dommage que la mise en œuvre à ce jour laisse tant à désirer. Delphine en a un petit peu parlé sur le manque d'actions concrètes. Il suffit de considérer les écarts de traitement également manifestes entre le cœur de ville et les quartiers périphériques pour s'en convaincre. Quant à la fraternité et à l'hospitalité, quand on voit la réponse qui a été faite à notre courrier demandant à ce que notre commune prenne sa part dans l'accueil des réfugiés fuyant le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, ces termes paraissent à nos yeux presque indécents.
Dans l'ensemble, je ne vais peut-être pas continuer tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'avais quelques remarques sur l'amélioration à l'habitat privé. On ne comprend pas que ça se résume après dans les descriptions au plan façade et terrasse. Pour nous, c'est assez caractéristique d'actions qui sont essentiellement de communication, de cosmétiques en façade, effectivement. Et pour continuer sur la protection des hommes et de leur milieu, nous, ça fait 1 an et demi qu'on demande une réécriture de notre DICRIM. On en a parlé dès les premiers conseils municipaux. Notre ville, elle est dans l'illégalité en n'ayant pas aujourd'hui de PCAET. Il est obligatoire depuis décembre 2018, très exactement. Pour ce qui est de la prévention des risques environnementaux, le retard est manifeste. Ce ne sont pas des orientations en termes de développement de l'activité dans le bassin de vie qui vont contribuer à diminuer ces risques. Quant à la vidéoprotection, nous contestons plus que jamais son intérêt, surtout au regard des coûts faramineux qu'elle représente. Après tant d'années de mandat, ne pouvait-on espérer des résultats concrets si la politique menée et les lourds investissements décidés avaient la moindre efficacité ? Et concernant Véloroute et pistes cyclables qui concluent ce passage sur les hommes et leur milieu, c'est une initiative qui est très intéressante. On estime qu'elle arrive assez tard et surtout on sera très attentif à la manière dont cela sera pensé et mis en œuvre car le diable se cache dans les détails. On a pu le constater amplement avec les aménagements effectués ces dernières années qui sont parfois plus dangereux qu'autre chose, pour les cyclistes en tout cas. Espérons que la transversalité promise par Madame Faure au début de son mandat finira par se traduire un jour dans la réalité, car nous avons de nombreuses suggestions et les usagers également. Quant à l'attractivité, pour nous, votre vision de l'attractivité est au mieux pure communication et probablement un contresens. Vous parlez de tirer parti de notre proximité avec Paris, mais comment, pour qui, dans quel but ? Pensez-vous réellement développer cette attractivité en favorisant l'étalement des zones commerciales, industrielles ou pavillonnaires autour de notre ville ? Pour nous, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, non seulement pour l'attractivité de notre ville, mais surtout pour sa résilience, puisque vous utilisez ce terme. Apparemment, je me demande si vous en maîtrisez la signification. De nombreuses études sont annoncées sur différents projets, mais jamais la consultation des habitants et des usagers n'est proposée. Je trouve ça terriblement dommage. Comme d'habitude, nous découvrirons les projets tout ficelés à la veille de leur lancement, c'est un peu triste. Sur la thématique de faire territoire, l'intitulé encore une fois est prometteur, mais rien n'est dit de la proximité des services publics, de leur accès pour tous. Le centre-ville ne compte plus de cinéma, on en a déjà parlé, on a eu des échanges là-dessus en commission. On trouve que ce n'est pas normal en termes d'attractivité également pour le coup. Dans les quartiers périphériques, ce sont les commerces, les distributeurs de monnaie, tous les services qui nous paraissent faire défaut. Tout cela, on pense qu'il manque de globalité du projet à ce niveau-là. Sur le programme pluriannuel d'investissement, aucune mention du déficit chronique en médecine de ville, de la pénurie de spécialistes, soins dentaires par exemple. Il existe des solutions, notamment le recours à des médecins salariés. Ça se fait dans certaines communes, d'ailleurs pas très éloignées parfois. Ce matin encore, un article dans Lyon Républicaine exposait les grandes difficultés du centre de santé CTLM dont parlait M. Pernuis également. Voilà un sujet qui pourrait justifier une forte politique d'investissement également. Et je vous remercie, j'en ai fini, j'espère ne pas avoir été trop long. Non, mais je crois qu'on est tombé dans la on est tombé. déprime complète. Moi, je vous conseille vivement